moi j'ai été élevée par mes grands-parents maternels. Et donc c'est ce grand-père maternel, Aziz Zarehi, qui avait écrit un cahier qu'il avait laissé pour moi. Et j'ai commencé à le traduire. J'ai mis beaucoup de temps à le traduire parce que ce qu'il racontait était très dur. Dans ce cahier, mon grand-père avait écrit ses mémoires, donc c'est écrit après coup, les mémoires de tout le parcours qu'il avait, enfin tout ce qui était arrivé à ses filles. Donc il y avait ma mère, mais il y avait aussi une sœur de ma mère, il avait plusieurs filles, et donc 2 d'entre elles étaient engagées politiquement, 2 d'entre elles étaient candidates pour ce parti des Moudjahidines du peuple en 80. Les 2 ont été arrêtées, les 2 ont été tuées. Ma tante a été exécutée en 1982, et elle était à l'époque enceinte de 8 mois. Donc on ne sait pas ce qu'est devenu son enfant. Et ma mère, elle, devait être libérée en 1989, et finalement, juste après le cessez-le-feu entre l'Iran, suite à la très longue guerre Iran-Irak, cessez-le-feu en 88, et l'ayatollah Khomeini donne l'ordre de supprimer tous les prisonniers politiques qui déjà n'ont pas été exécutés durant les 8 années qu'ont duré le régime de terreur. Tous les prisonniers politiques qui restaient fidèles à leurs convictions, donc qui ne voulaient pas se repentir. Et ma mère en a fait partie, mais il y a eu des milliers de morts et de mortes. Et donc moi, cette histoire, je la connaissais à peine. Et je l'ai apprise, je l'ai découverte en traduisant cet écrit. C'est une autre proche, c'est une écriture manuscrite. Moi je connaissais pas le persan assez, donc je l'ai fait lire le cahier par une proche, enregistré, puis j'ai travaillé à partir des enregistrements, et finalement je l'ai soumis à Gallimard, qui c'est dans la collection de Pierre Nora, la collection Témoins, et les éditeurs ont trouvé qu'en effet, moi c'est comme ça que je leur avais présenté le texte, que c'était un texte de témoignage dont la puissance débordait en fait le simple document de témoignage d'une violence. Il est précieux comme document de témoignage parce que c'est ce qu'ont vécu les familles. Donc mon grand-père n'avait pas accès à l'autre côté des parloirs, donc on s'arrête quelque part au parloir. Il entend sa fille surtout parler de ce qu'elle vit la semaine en prison entre 2 visites, mais quand il y en a. Mais on n'a pas accès à ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Et à ma connaissance, c'est le seul témoignage écrit qui existe de familles de prisonniers et de prisonnières. Et c'est très important parce que, et là pour le coup, c'est plutôt, c'est difficile, je ne prends pas de recul par rapport à ce document, je le reçois en pleine face là, en 2004, et je travaille dessus, mais à force de travailler dessus, j'en arrive à me dire qu'il est important parce que ce qui se passe, ce que l'État fait vivre aux prisonniers politiques, à ses opposants, a une fonction au-delà de la suppression du cercle des très 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 motivés, des très politisés, et la fonction c'est d'instaurer un régime de terreur et d'intimider, de réduire au silence et de désactiver la résistance de la population en général. Donc en fait, en torturant des dizaines de milliers de personnes, on va réduire au silence des millions, et des dizaines de millions dans le cas d'Iran. Et en fait, ce qui se passe là, c'est expliqué de façon très banale, très quotidienne, très, très humaine par mon grand-père, qui est quelqu'un qui était ouvrier dans les champs de pétrole, contremaître dans des champs de pétrole, qui n'était pas un lettré, qui était allé jusqu'en classe de 5e, mais qui explique en fait ce que vit un père quand ses filles sont en prison. Donc il explique comment est-ce qu'à un moment il prend son chapeau, il sort et puis il se rend compte qu'il est devant le tribunal révolutionnaire ou qu'il est devant la porte de la prison, et il se dit mais comment je me retrouve là, je ne sais même plus comment mes pas m'ont porté jusqu'ici, mais il rôde en fait comme un animal blessé autour de là où sont emprisonnées ses filles. Et c'est un texte qui pour moi est littéraire aussi, qui a cette puissance-là très nue, très, très sincère.
Alors, même sans connaître les personnages du livre, il est très dur à lire parce qu'il est poignant, on voit son désarroi parfois quand il arrive, et on lui dit ah ben non, ta fille elle est ailleurs, il ne sait pas dans quelle prison, il la cherche. Enfin, c'est un document qui est très dur. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ce texte t'a transformé? Quel impact il a eu sur toi, sur ta personnalité? Alors oui, il m'a transformée de plusieurs manières, mais encore une fois, c'est un processus. J'avais écrit un texte là-dessus, justement, sur la façon dont il m'a transformée. C'est un processus qui est très long, et je pense que c'est la clé, c'est que le temps, et c'est aussi ce qui s'est passé en Iran, hein, c'est très long ce qui se passe. Ces soulèvements-là, à chaque fois on est là, la clé, c'est le temps. C'est que j'ai pris le temps de le toucher. Enfin, au départ, en 2004, je l'ouvre sans l'ouvrir, je le fais lire. En 2010, j'ai un manuscrit complet, donc voilà, il m'a fallu quand même 6 ans pour traduire même pas 80 pages. J'y vais à petite dose. Entre-temps, je fais mes propres recherches, je retourne en Iran avec une caméra, je fabrique un petit film. La trame de ce petit film sert, dont je trouve l'écriture au montage, sert de structure narrative pour le texte qui va accompagner le témoignage de mon grand-père dans le livre, le cahier d'Aziz, qui est en triptyque. Il y a le témoignage, le cahier, mon texte à moi qui s'appelle La Traversée, et puis les lettres des disparus. On entend enfin leur voix à la fin, de ma mère et de ma tante, et ça nous plonge vraiment dans ce qu'était la révolution, les émotions politiques de 1979. On comprend pourquoi et comment elles ont fait tout ça. La façon dont il m'a changé aussi, donc personnellement ça m'a changé parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est que ce que j'appelle depuis les politiques de déni, c'est-à-dire que si moi je n'ai compris qu'à l'âge de 19 ans, c'est ce que j'explique dans La Traversée, que ma mère avait été tuée dans un massacre, le fait qu'il m'a fallu autant de temps pour comprendre moi et que ça a été si compliqué, ça me permet aussi de comprendre comment est-ce que ces mécanismes de déni peuvent se mettre en place pour toute une population. Et donc on n'est pas dans quelque chose de simple, de savoir contre ne pas savoir, de gens qui voudraient rester dans l'obscurité ou le silence contre des gens qui veulent faire lumière sur la vérité. Les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça, parce que ça aussi c'est d'autres choses sur lesquelles j'ai écrit, mais en fait les secrets d'État, la violence d'État perdure sous forme de secrets de famille. Et donc il faut dénouer tous ces fils-là. Il y a des mécanismes un peu complexes qui permettent de comprendre comment est-ce que le silence va s'imposer d'abord dans les familles et puis dans les groupes sociaux plus larges, et puis faire en sorte que ces massacres de 88, encore dans les années 2000, je parlais avec des jeunes étudiants iraniennes qui me disaient mais c'est des rumeurs contre-révolutionnaires, ça n'a jamais existé. Et ce dont je parle dans le livre, Famille, Liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire, c'est comment est-ce que finalement à partir de 2009, la société iranienne arrive à voir l'État, la République islamique dans sa vraie nature, en fait, dans ce qu'elle est. Et pendant toutes les années réformistes, il y avait eu une espèce de quiproquo, de mésentente sur à quoi les Iraniens et les Iraniennes avaient affaire. Et tout à coup, cette nature fondamentalement violente, idéologiquement fanatique, et qui passe par des politiques de torture, de cruauté, etc., et qui n'est pas réformable, saute aux yeux de ceux qui, en 2009, font les frais à nouveau de... Donc 2009, c'est ce qu'on a appelé la Révolution verte. C'est le mouvement vert en 2009, oui. L'élection frauduleuse d'Ahmadinejad, suivie d'un mouvement énorme de contestation réprimée et rentrée dans le rang finalement. Enfin, un de ces, peut-être le mouvement majeur après 79, non ? Ah oui, absolument. Et le leader réformateur de ce mouvement-là, qui était le candidat aux élections présidentielles, qui du coup ont été confisquées par la réélection dénoncée comme frauduleuse d'Ahmadinejad, ce leader-là, Mir Hossein Mousavi, le leader des réformateurs, est en résidence surveillée depuis lors.
Donc quand on dit que le président Pezeshkian est un réformateur, en fait, le mouvement réformateur a été vidé de son contenu et complètement annulé. Son principal chef est en résidence surveillée depuis 2009. Et ce chef-là, Mirosane Moussavi, était lui-même Premier ministre au moment des massacres de 88. Donc il est, comme beaucoup de leaders réformateurs, presque tous, comme le président Khatami, qui lui était ministre de la propagande dans les années 80, les réformateurs, c'était les architectes de la République islamique dans les années 80. C'est toute la complexité du mouvement iranien. Mais juste la façon dont ça m'a changé ce texte-là aussi, c'est que ça m'a ouvert une piste de travail et d'écriture, parce que j'ai commencé à tenir un journal de traduction, qui est devenu aussi un journal de rêve, et après j'ai commencé à travailler avec ces éléments-là quand il a fallu donner sens en fait aux formes de violence, et j'en parle aussi dans Femmes, Vie, Liberté, dans le livre plus récent, de comment est-ce que j'intègre mes rêves et ce qu'ils me racontent en fait. À des moments, ils me donnent un surplus de lucidité sur le type de violence qui est à l'œuvre. Donc en fait, ça m'a aussi appris des façons de travailler, ce journal-là. Merci. Alors, tu parlais de ce qui se passe dans les familles, et il se trouve qu'il y a un film qui est sorti aujourd'hui, Les graines du figuier sauvage, que j'ai eu la chance de voir en projection avant qu'il sorte, et qui se passe dans le huis clos d'une famille, et une famille un peu particulière, puisque le père est nommé, il est promu, il devient enquêteur dans le bureau du procureur, donc il est un rouage important de la machine répressive, pile au moment où meurt Mahsa Amini. Donc le film s'inscrit dans cette actualité-là, et là où le film est absolument passionnant, c'est que ce père qui est loyal et qui fait correctement son travail a deux filles qui sont étudiantes et qui, elles, prennent fait et cause pour les manifestantes dans la rue. Dès qu'elles sont dans leur chambre, elles regardent leur téléphone, les vidéos, qui sont les vraies vidéos qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, mais qui sont dans le film, et que regardent ces jeunes filles qui sont horrifiées par ça, et la famille implose. Ce scénario, alors je sais que tu n'as pas vu le film, mais qu'est-ce qu'il nous dit de ce qui se passe dans les familles iraniennes, y compris dans celles qui sont au cœur du système? En fait, moi, il y a quelque chose que je reconnais quand tu décris ce film, c'est que les gens avec qui je parle en Iran, de différents milieux, me disent c'est dans les familles que se prolonge et se sent l'impact du soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Et c'est vrai que la famille, c'est le lieu où les choses aussi ont énormément bougé depuis 2022. Et ça, c'est important, c'est que tout le monde le sent. Dans les rapports familiaux, en fait, il y a, pour le dire très rapidement, en fait, le féminisme est devenu un mot courant. Et les femmes et les jeunes femmes ont pris une place un peu d'avant-poste. Et donc on sait que socialement et politiquement, ces jeunes femmes, au sein de chaque famille, elles sont devenues celles qui, dans la société, sont le moteur du changement et l'espoir de changement possible. Donc là, déjà, leur place a énormément bougé. Et il y a cette espèce de révolution culturelle qui fait que, en effet, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté a été un moment où il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui ont enlevé leur voile, même au sein des cercles familiaux, ou par exemple, souvent, parce que, en fait, ça c'est un des paradoxes de la société iranienne, dont parle beaucoup Marjane Satrapi notamment, c'est qu'on a une théocratie qui a réussi l'exploit de laïciser sa population en 40 ans, là où il y a beaucoup de sociétés dans la région qui ont pris le tournant inverse, qui se sont, où le religieux a acquis une autre place et notamment est devenu un langage politique de révolte, de contestation. Et en Iran, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en devenant république islamique, on a une société qui était plutôt traditionnelle et compatible avec les valeurs du khomeïnisme en 79 et qui aujourd'hui est
vraiment très massivement aussi laïque, hein, séculière, même si elle est religieuse, elle est laïque, c'est-à-dire qu'elle pense que la République ne devrait pas être islamique, et les femmes, de plus en plus, ont acquis le droit d'avoir une place particulière il y avait beaucoup de faux-semblants au sein des familles iraniennes. Il y avait ce double jeu de choses qu'on faisait dans le sein privé, le caché, et on faisait autrement, soit en public, soit dans les cercles élargis. Et en fait, dans les cercles familiaux élargis, maintenant, c'est les comportements très privés qui vont prévaloir. Et donc là, c'est en effet énorme. Et c'est intéressant parce que ça passe aussi par le fait qu'on a reconnu le féminisme comme... en tout cas, pour moi, c'est incroyable parce que je voudrais pouvoir l'inventer. Mais c'est réellement ce qui se passe. Les Iraniens, les Iraniennes, dans les familles, reconnaissent, et les pères, reconnaissent, dans cette société hyper patriarcale, reconnaissent le féminisme comme la voie de sortie de la dictature. Oui, mais c'en est tellement invraisemblable qu'on ne comprend pas comment c'est possible. Parce que un des phénomènes qui a surpris tout le monde il y a 2 ans, c'est comment les hommes se sont solidarisés des femmes lorsqu'il y a eu la réaction initiale des femmes à la mort de Mahsa Amini. Et c'est devenu un mouvement des femmes et des hommes féministes. Et je ne sais pas s'il y a d'autres équivalents dans le monde, je n'en connais pas d'aussi spectaculaires, et qui est incompréhensible dans une société qui effectivement est patriarcale. Mais c'est peut-être parce que cette société est si patriarcale, c'est ce que dit un théoricien avec qui moi je travaille beaucoup à plein d'égards, c'est Michel Foucault, et il disait la résistance part toujours du point d'appui du pouvoir. Donc c'est aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud, où il y a des mouvements féministes extrêmement massifs, extrêmement vivants, vivaces, vibrants. Quand on se balade dans la ville de Mexico, il y a un télésiège, et quand on prend le télésiège et qu'on voit au-dessus des toits, il y a des muraux qui représentent des visages de femmes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient politisées, ou qu'elles soient juste comme ça. Il y a des visages de femmes, mais sur toute la ville. Et pourtant, c'est le pays des féminicides, et c'est le pays des cartels et des violences de genre, et c'est le pays où même le concept de féminicide a été comme ça érigé par les féministes. Mais donc en effet, en Iran, c'est une société patriarcale où il y a plusieurs facteurs d'explication à ça, où en effet le féminisme est devenu la voie de sortie et d'expression de la contestation et de sortie de la dictature comme projet politique, et ça pour plusieurs raisons. D'une part, pour moi, dès le début, les hommes ne se solidarisaient pas des femmes qui étaient dans la rue et qui enlevaient leur voile et qui le brûlaient, mais les hommes étaient dans la rue parce qu'eux aussi contestaient le régime, parce que dès le début, c'était un soulèvement qui voulait le renversement du pouvoir. Dès les premiers slogans, c'était « à bas la dictature ». C'était pas contre le port du voile. Pour le choix dans le port du voile, ou contre la police des mœurs. Jamais il y a eu un seul slogan contre la police des mœurs. Jamais il y a eu un seul slogan contre même le président Raïssi. Il n'y a pas eu de slogan pour le droit de porter le voile, parce qu'on ne demandait rien à cet État-là. On disait je me battrai, je mourrai, mais je libérerai l'Iran. Donc en fait, on disait l'Iran est colonisé par une clique, une élite corrompue dont on ne veut pas et qui nous occupe en fait. Donc on manifestait qu'il y a une rupture entre la société et l'État dirigeant. Et dans ce mouvement de contestation de l'État, les hommes étaient aux côtés des femmes, mais parce qu'ils contestaient tout autant qu'elles. Mais en fait, c'est les femmes qui ont inventé le langage de la révolte. Et donc brûler son voile, et c'est ce que j'explique dans le livre, brûler son voile, c'est une économie de moyens, indiquer où est-ce qu'on en est, indiquer qu'on est dans une opposition frontale contre l'État et qu'on veut la fin de la République islamique. Donc c'est devenu un langage de révolte qui s'est inventé en situation parce que la société iranienne étant ce qu'elle est, et il y a eu plus de 20 000 arrestations
Dès le mois de septembre, il y a eu plusieurs milliers d'arrestations, non seulement de gens dans la rue, mais de gens qui n'étaient pas du tout descendus, mais qui étaient des potentiels leaders de ce mouvement. Donc aucune possibilité de s'organiser. Donc en fait, l'organisation de ce mouvement, elle s'est faite vraiment en situation dans la rue. On parle de manifestations qui duraient 30 minutes, maximum, avant qu'elles soient tout de suite réprimées et avec des conséquences absolument tragiques. Mais donc, les hommes ne se sont pas solidarisés des femmes, c'était les hommes et les femmes qui sont descendus avec ce mot d'ordre, avec ce langage de révolte qui était de brûler le voile et qui a été permis par un travail de longue haleine parce que les mouvements féministes iraniens, ils existent depuis au moins 25 ans, 30 ans. La première manifestation contre la République islamique dès mars 79, donc même pas un mois après la révolution le 11 février 79, la première manifestation contre la République islamique, c'est la manifestation des femmes qui refusent l'idée soumise par Khomeini que maintenant il faudrait que le voile devienne obligatoire. Et en effet, le voile n'est devenu obligatoire officiellement qu'en 83. Mais des vagues de terreur dans la rue ont permis de l'imposer avant. Et les femmes, les féministes iraniennes, elles ont été très pragmatiques à partir du début des années 90. Dès que le réformisme s'est installé en Iran comme projet politique, elles sont arrivées, elles ont fait... alors, si l'islam pour vous est compatible avec les droits de l'homme, très bien, il est donc compatible avec les droits de la femme étant un homme. Et donc, elles sont arrivées avec cette porte d'entrée-là, elles n'ont jamais mis en cause le voile obligatoire parce qu'elles savaient que ça c'était une ligne rouge et que la République islamique ne le ferait pas. Le réformisme c'était on change les choses sans toucher au fondement de la République islamique. Mais elles ont essayé et elles ont beaucoup gagné de marge de manœuvre et de marge d'action en essayant de façon très pragmatique de faire bouger ce qui pouvait l'être. Et elles ont essaimé dans la société iranienne. Et elles ont fait une campagne pour réunir 1 million de signatures. Il y a déjà la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi en 2003, avant la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi en 2023. Donc on est quand même dans un pays où il y a 2 prix Nobel de la paix qui sont des femmes, où les principales prisonniers politiques sont des prisonnières politiques, où on a plus de 60% des étudiants qui sont des étudiantes. Il y a tellement de femmes qui rentrent à l'université que l'État a mis des politiques de discrimination positive pour les hommes. C'est quand même, de l'extérieur, un gros paradoxe en fait, par rapport à d'autres pays de la région, ce taux d'éducation supérieure des femmes, le fait qu'en Iran, il y a sans doute une proportion de femmes ingénieures bien supérieure à celle de la France. Enfin, oui. Comment vous expliquez ça? Pourquoi le régime a laissé faire? Ouais. C'est vrai qu'en Iran, c'est pas un pays où les femmes disent j'ai pas la bosse des maths. Enfin, tout ce rapport genré aux sciences dures qui existe en Occident, où les femmes se sentent pas. C'est pas du tout le cas en Iran. Alors c'est pas. Moi, je dis toujours la République islamique est victime à la fois de ses échecs et de ses réussites. C'est-à-dire que. C'était pensé le fait de comment dire, on aurait pu s'attendre à ce que. Alors, ce qui s'est passé. Que l'Arabie Saoudite. En fait, c'est. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que la République islamique a rendu l'école obligatoire. Donc, on a vraiment un phénomène d'étatisation, a rendu l'école obligatoire et les familles traditionnelles ont envoyé leurs filles à l'école. Là où elles le faisaient moins sous le régime du Shah parce que les écoles étaient mixtes. Là, le voile est obligatoire pour les filles dès l'âge de 6 ans, 7 ans, et les écoles sont non mixtes, et encore une fois, l'idéologie, parce qu'il y a vraiment une question de propagande très puissante, l'idéologie est compatible avec les valeurs de la société rurale traditionnelle, etc. Donc on va envoyer les filles. Donc là, il y a eu une alphabétisation absolument massive, donc ça c'est la première couche. Deuxième couche sur les classes moyennes. En fait, la scolarisation, la réussite scolaire est vraiment devenue une stratégie familiale. C'est-à-dire que les familles, les femmes et les filles ont compris que le moyen de s'en sortir par le haut et d'essayer d'amoindrir toute cette ségrégation concrète, juridique, sociale, etc., qui faisait que les femmes n'avaient pas accès au marché de l'emploi, beaucoup moins, elles n'avaient pas accès à tous les espaces publics, elles n'étaient pas à égalité devant la justice, Voilà, tout ça, une façon de pallier, c'était la réussite scolaire. Et donc c'est pour ça que les familles ont surinvesti l'école pour les filles. Et il y a vraiment un phénomène
de riposte culturelle vraiment, enfin grassroots, à un niveau, au niveau des classes moyennes et aussi des classes beaucoup moins moyennes, rurales, etc., de compenser ces politiques d'État de la République islamique qui ne correspondaient pas à la mentalité d'une certaine partie de la population. Et c'est comme ça que se comprend ce paradoxe, en fait. C'est à la fois la réussite de la République islamique qui est d'alphabétiser tout le monde et d'envoyer à l'école les classes plus traditionnelles, plus rurales, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, ces distinctions entre une majorité de la population plutôt rurale, plutôt traditionnelle, assez déconnectée et qui serait la clientèle du régime, compatible avec la République islamique qui serait son vrai soutien, et puis de l'autre côté une classe moyenne, connectée, urbaine, avec des valeurs féministes, écologistes et démocrates, ça c'est une grille de lecture qui prévalait en 2009. Pour vous, ça a vraiment changé. Donc. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ça la grande différence, cette grille de lecture n'est plus du tout pertinente pour lire la société iranienne. D'une part parce que le taux d'accès à Internet en Iran est équivalent à celui de l'Islande ou de Hong Kong selon l'ONU. Donc en fait, tout le monde a accès à Internet. Il y a encore une fois des taux d'alphabétisation extrêmement hauts, des taux d'accès à l'enseignement supérieur qui sont comme ceux des pays européens. Donc en fait, on a en effet un pays qui ne correspond plus à... Enfin, cette clientèle du régime, en fait, a fondu. Et elle n'existe plus. Et depuis le régime... Depuis l'échec des négociations sur le nucléaire et la fin brutale qui a mis Donald Trump, avec le retour des sanctions, c'est un régime, le régime iranien, où il y a toute une élite des gardiens de la révolution qui s'est enrichie sur le dos des sanctions. Et donc cette corruption complètement endémique, privatisation au profit des gardiens de la révolution, en plus du régime des sanctions, a fait qu'il n'y a plus la redistribution qu'il y avait avant pour ce qui était une clientèle du régime encore sous Ahmadinejad. Et tout ça, ça n'existe plus. Et donc c'est tout ça qui explique que le soulèvement Femmes-Vie-Liberté, ce n'est pas uniquement une question de liberté des femmes et de fin du voile obligatoire et d'égalité femmes-hommes, mais c'est comment est-ce que la façon de faire des féministes, les façons de lutter des féministes ont préparé la société quelque part, ont semé les graines ou disons creusé les tunnels pour pouvoir donner voix, rendre possible une contestation qui est beaucoup plus radicale et qui est à la fois sur la domination économique et la corruption, à la fois sur les inégalités, sur la domination, des minorités nationales et ethniques. Il y a beaucoup d'inégalités contre les minorités nationales et ethniques. Saamini était kurde. Saamini n'était pas seulement femme, elle était aussi kurde. Il y a beaucoup plus de violences policières envers les minorités, et aussi sur la question de l'apartheid de genre. Donc en fait, toutes ces questions-là se croisent, mais le féminisme iranien a fait un travail de fond. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, à partir de 2008, les mouvements féministes ont été réprimés. Là, ils ont vu qu'elles allaient trop loin, elles réussissaient trop bien. Ils ont été réprimés par Ahmadinejad, et là, les leaders des mouvements féministes se sont exilés, entre énormes guillemets, dans les mouvements écologistes, dans les mouvements étudiants, dans les mouvements réformateurs. C'est elles qui ont fait la campagne de Mir Hossein Mousavi. Et pour autant, quand je parle avec mes camarades et copines iraniennes, elles disent, et pour autant, les mouvements étudiants, le mouvement réformiste et les syndicats d'avocats, de journalistes, etc., et les mouvements écologistes n'étaient pas féministes, ne relayaient pas en premier et de façon explicite les demandes féministes. Et il a fallu attendre 2022 pour qu'ils le fassent. Mais ils étaient déjà pilotés, de fait, par des féministes qui arrivaient avec leur technique de lutte féministe. Mais dans ce cas, quand on vous entend, effectivement, on a l'impression que la grande majorité du peuple iranien, même si les clientélismes ne fonctionnent plus, puisqu'il n'y a plus rien à distribuer, puisqu'avec cette corruption, et même si dans les milieux ruraux, la contestation gagne, on peut se dire, mais comment le régime tient encore ? Quand on vous entend, on peut supposer que 70% de la population est maintenant contre le régime Khomeini. Comment explique-t-on, même si les clientélismes ne fonctionnent plus, la redistribution,
L'accès Internet, c'est vrai, c'est un peuple très éduqué et très contestataire. Comment le régime tient encore? C'est une très bonne question qu'effectivement on a vu cette répression très forte qui a été à l'œuvre et des centaines de morts, des exécutions, etc. Mais on voit bien que le régime n'a plus la maîtrise des esprits en tout cas. Et donc comment il tient Est-ce que c'est seulement par la force des gardiens de la Révolution? Ouais. Ben ça c'est une très bonne question et ça renvoie au film Les graines du figuier sauvage, je pense, parce que le père est procureur dans un tribunal révolutionnaire. Il doit certainement pas être très méchant bougre, mais ni fanatique. Mais il est loyal. Voilà, c'est un bon fonctionnaire qui est loyal. Et en fait, l'énorme problème, et c'est pour ça que la population iranienne, enfin le peuple iranien, beaucoup d'Iraniens, d'Iraniennes sont extrêmement amers et déçus contre la communauté internationale. Parce que toute cette population de fonctionnaires, de bureaucrates, de personnes qui aussi sont membres du Basij. Le Basij, ce sont les milices iraniennes qui servent de réseau de renseignement et de surveillance, mais qui aussi ont aussi des branches armées, etc. Et c'est vraiment des centaines de milliers de personnes qui sont dans les CPE des écoles, les contremaîtres dans les usines, voilà, tout ça, ils sont membres du Basij, pas forcément par conviction, surtout par opportunisme, par volonté de joindre les deux bouts, parce qu'il y a une crise économique, encore une fois, depuis le régime des sanctions et toute la corruption qui se graisse sur la bête de ce régime des sanctions. Il y a une crise économique qui a complètement écrasé la classe moyenne iranienne. Vraiment, il y a une inflation hyper violente. Donc, en fait, l'Iran est un pays quand même où... moi, j'ai travaillé sur la question du trafic d'organes. Les gens en arrivent à vendre leurs organes pour survivre. Et donc, en fait, on est vraiment dans un néolibéralisme de prédation qui est extrêmement violent. Et ça tend aussi les rapports quotidiens. Et dans ce contexte-là, eh bien, quand le pain quotidien des enseignants, des bureaucrates, des fonctionnaires, de tous ceux qui ont la plus petite entreprise et il leur faut une signature, etc., dépendent de cet État, et que par ailleurs, ils voient que la communauté internationale, dès janvier 2023, va négocier avec l'Iran en Oman, refuse de mettre les gardiens de la Révolution sur la liste des terroristes, et montre en fait tous les signes que pour cette communauté internationale, aussi bien que pour les rivaux de l'Iran comme l'Arabie Saoudite et la Chine, aussi bien que pour l'Occident, l'Iran est un acteur de stabilité internationale et donc c'est un rival, mais on en veut la stabilité, on veut qu'il reste, que cet État reste au pouvoir. Eh bien, ça les décourage. Toute cette zone franche grise est découragée de se détourner ou de rejoindre la contestation et de mettre en jeu vraiment son pain quotidien, son statut, etc. Il y a plusieurs éléments, juste pour en citer très rapidement deux autres. Il y a la question du récit, du discours de le régime se maintient par la guerre. La guerre intérieure, la guerre extérieure, la guerre civile. Dès septembre 2022, les gardiens de la Révolution ont bombardé les bases qui étaient des camps de réfugiés de groupes armés kurdes au Kurdistan irakien pour essayer d'envenimer la situation, de régionaliser le conflit et surtout de créer une guerre civile. Et dans ces cas-là, ils allaient comme dans les années 80 où en fait toute cette terreur d'État, moi dont ma famille a été victime parmi des milliers d'autres, était faite au nom de l'antiterrorisme. Et en fait, l'Iran, c'est un des premiers pays qui a utilisé ces lois antiterroristes en fait, pour produire une violence d'État, ce qu'on voit après 2001 aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc, ce discours de la guerre civile, il fait très peur, il renvoie à un passé proche. C'est ce qui s'est passé aussi au Liban et en Irak. On a des soulèvements, et moi, le soulèvement iranien, je le vois vraiment dans un contexte régional, parce qu'au Liban, il y a une influence iranienne très forte avec le Hezbollah, et il y a des milices à moto
qui ont commencé à attaquer les manifestants en 2019, 2020, etc. au Liban, et on sait l'influence de l'Iran aussi au Liban. En Irak, bien sûr, l'Iran gouverne par proxy l'Irak depuis le retrait américain, entre guillemets. Et donc, du coup, le soulèvement en Irak, c'était aussi un soulèvement qui était contre l'influence iranienne et contre les politiques iraniennes. Donc en fait, l'Iran et les peuples de la région et qui sont sous proxy, sous impérialisme iranien, se sont soulevés depuis 2019, 2020, 2021, 2022. C'est vraiment un mouvement régional, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et il y a plusieurs raisons. D'un côté, il y a ce spectre et ce souvenir de la guerre civile, en Irak, au Liban comme en Iran. Et c'est très fort, on ne veut pas, et parce que l'Iran a été très actif aussi en Syrie, et on sait très bien ce qui risque d'arriver, parce que l'Iran, un outil de propagande, c'était de montrer ce qui se passait en Syrie pendant des années, en disant aux Iraniens, le message subliminal, c'était si vous bougez, il se passera la même chose pour vous. Et l'autre chose que disait le sociologue Hassan Bayat, et je pense qu'il est très juste, c'est que beaucoup de révolutions qui réussissent finalement sont des révolutions dans des pays à la tête desquels le dictateur est en lien avec l'Occident, et donc à un moment quand il est lâché par l'Occident, il s'en va. Omar el-Béchir, au Bangladesh récemment, en Tunisie, et l'Iran, c'est un pays, le Shah ça a été le cas, il a été lâché par Carter, mais la République islamique, bien sûr, il y a tout ce côté diplomatique dont je parlais tout à l'heure avec la communauté internationale, mais globalement, personne ne peut dire « Khamenei dégage aujourd'hui ». Ou bien, voilà. Donc il y a cet élément-là, je pense, qui est vraiment important. Alors, beaucoup de gens s'accrochent à l'idée que Khamenei est vieillissant, malade, et que, en gros, il n'aura pas de successeur ou un successeur qui n'aura pas le même pouvoir et la même influence. Parce que dans les scénarios aujourd'hui, on ne voit pas comment la société peut arriver à imposer le changement. Parce que ce que tu décris est quand même une situation relativement bloquée, paralysée. Est-ce que c'est par la mort du guide que ça arrivera ? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, je ne suis pas pessimiste. Enfin, je ne vois pas les choses... déjà, d'une part, ça, je m'en explique dans le livre, je pense que optimisme et pessimisme ne sont pas des concepts qui sont intéressants quand on veut analyser et agir dans le monde. Mais par ailleurs, je ne suis pas découragée par ce qui se passe en Iran. Je suis plutôt, j'ai plutôt pas mal d'espoir, malgré toute la violence qui est déployée et le cynisme dont on fait preuve aussi, dont a fait preuve la communauté internationale. Mais en effet, Khamenei est vieux. En effet, pour revenir aux graines du figuier sauvage, au sein de chaque famille, ces quadragénaires, quinquagénaires qui continuent à constituer les rouages du pouvoir, leurs enfants ne les suivent plus. Ça, c'est important, c'est très important. C'est-à-dire que l'élite des gardiens de la Révolution, leurs enfants sont en Occident parce que notamment ils participent du blanchiment d'argent, ils achètent des appartements pour leurs parents, etc. Et quand ils arrivent en Occident, ils ne veulent plus du tout retourner en Iran faire le minimum de travail qui serait occuper les fonctions qui permettraient à cette classe de perdurer. Donc il y a des jeunes zélés, mais c'est plus les mêmes. Donc il n'y a pas de reproduction sociale à ce niveau-là de cette élite, de cette jeune élite post-révolutionnaire. Ce qui, moi, me rend pleine d'espoir, c'est que d'un côté, il y a une révolution beaucoup plus sourde, encore une fois, sociétale, contre le pouvoir patriarcal qui est acté. Là, maintenant, c'est en œuvre et c'est en place en Iran. Quand une femme marche de façon dévoilée, moi ça m'était déjà arrivé de marcher avec des voiles hyper légers et d'être un peu borderline à Téhéran, je me faisais houspiller même par des hommes que je ne connaissais pas, qui me disaient « couvre-toi ma sœur ». Aujourd'hui, les femmes, elles marchent dans la rue, elles sont applaudies par les hommes. Elles sont ensuite arrêtées par la police des mœurs. La police des mœurs, c'est un peu fait profil bas en ce moment. Moi, j'ai le témoignage de quelqu'un, d'une Iranienne qui est en France depuis 20 ans et qui est retournée pendant un mois dans plusieurs villes par sa famille. Elle me dit qu'elle n'a pas mis le voile une seule fois dehors, que sa famille ne mettait pas le voile, ni le foulard. Alors elle l'avait, disons, à portée de main au cas où, mais que sa belle-sœur conduisait dans l'Ispahan sans voile, et qu'il ne voyait pas du tout de policiers. La police des mœurs, apparemment, elle
C'est très compliqué, ça je peux pas vous dire parce qu'en fait ils ont mis en place des logiciels de vidéosurveillance et des façons d'envoyer des SMS aux personnes qui sont identifiées via leur plaque d'immatriculation. Et donc ensuite les comptes en banque sont fermés, les voitures sont confisquées, il y a des problèmes sur les lieux de travail, etc. Donc même si demain la police des mœurs disparaissait sous cette appellation-là, en fait la surveillance c'est complètement recentré à un niveau granulaire individuel, hein, avec des technologies de vidéosurveillance et tout achetées à la Chine qui sont extrêmement performants. Il y a une biocitoyenneté en Iran, on a un numéro d'identité biométrique qui est lié à notre téléphone portable, notre numéro de portable, et tous ceux qui ont les réseaux de téléphonie comme Orange, Free, etc. Ce sont des compagnies de gardiens de la Révolution. Enfin, donc en fait, penser la surveillance se fait à d'autres niveaux, quoi. C'est pas juste la police dans la rue. D'ailleurs, la police des mœurs n'existe pas dans les petites villes. Moi, c'est dans les petites villes. La police des mœurs n'existe pas dans les petites villes. Elle existe que dans les grandes villes depuis toujours. Mais une des autres choses qui me rend, qui finalement me donne de l'espoir, c'est que donc il y a cette révolution sociétale, mais même à un autre niveau, c'est quand je réfléchis à la façon dont la guerre civile n'a pas eu lieu. Et en fait, la contestation femmes-vie-liberté s'est faite principalement au Kurdistan et au Baloutchistan. C'est là que ça a duré, c'est là que ça s'est fait de façon très quotidienne et dans la rue, et 2 tiers des personnes qui ont été tuées sont des Kurdes et des Balouches qui ont manifesté au Kurdistan et au Baloutchistan. Et ce sont des provinces qui ont beaucoup d'armes, où il y a un accès aux armes, ce sont des provinces transfrontalières, avec des groupes armés qui sont actifs et qui existent. Et pourtant, la résistance s'est pas armée. Et pourtant, les slogans étaient des slogans qui n'étaient même pas des slogans de libération, disons, nationale et ethnique, mais des slogans de citoyenneté iranienne. Et pourtant, les jeunes allaient attaquer les casernes au cocktail Molotov, qui est l'arme des sans-armes. Et donc, il a fallu, et ça je le sais pour m'être renseignée sur la question, il a fallu de la discipline pour ne pas armer la résistance. Et pour ne pas faire que des gens qui n'en pouvaient plus, parce que le degré de répression a été d'une cruauté qui dépasse l'imagination. Et donc, face à ça, il a fallu de la discipline pour ne pas armer la résistance. Et aujourd'hui, et donc que fait le peuple quand il refuse la voie de la résistance armée, de la lutte armée, et donc du coup le discours aussi de la guerre civile? Je pense qu'il a résisté par cette présence comme résistance des femmes qui refusent leur voile, de mettre leur voile, mais en faisant ça, c'est pas juste qu'elles elles affirment leur liberté, en faisant ça, elles disent « ah bah le régime hein. », elles disent « ah bah la dictature ». C'est devenu un langage de révolte. Et donc ça, c'est l'héritage des techniques de lutte réformiste, où déjà les femmes, dans les années 90, elles étaient passées du tchador intégral noir là qu'on a dans les imaginaires de la Révolution, au voile coloré, en disant rien, juste en s'habillant comme ça et en étant présente, en faisant du vélo dans les centres-villes, sans une pancarte, sans une parole, mais juste présence comme résistance. Et donc ça, c'est remettre tout ce qu'on a appris à travers des décennies de lutte réformiste au service d'une lutte dont les objectifs sont révolutionnaires aujourd'hui. Et puis, pour qu'une dictature demeure, il faut que, et c'est pour ça que les régimes de terreur ont recours à la terreur, je pense, il faut quand même avoir un certain sujet politique, qui est ce sujet politique indifférent au sort de son voisin, qui replié sur sa sphère privée, et qui joue un petit peu le jeu du pouvoir et qui essaye de, qui était l'homo soviéticus à un moment et l'homo iranicus sous les réformistes, etc. Et bien, et vraiment, les Iraniens ont changé à ce niveau-là. Il y a eu une vraie révolution du sujet politique, la valeur de courage est revenue au centre, et surtout, les mouvements de famille des victimes, enfin, on a beaucoup d'empathie vers les familles des victimes, qui sont arrêtées d'ailleurs, et tout ce mouvement des mères et des familles des victimes, et cette façon par empathie, de commémorer les personnes qui ont été exécutées, d'être empathique, etc., c'est une forme de résistance qui pour moi est un autre héritage du féminisme, et c'est là que je voulais en venir. Donc c'est encore le féminisme qui est en train d'outiller la résistance iranienne aujourd'hui. J'aurais une question sur les gardiens de la Révolution. On dit que les gardiens de la Révolution, c'est un État dans l'État. Quel est réellement l'impact, le rouage
avec la dictature elle-même, est-ce qu'il y a là un relais? Que se passerait-il sur cette entité, uniquement l'entité qui revient à la Révolution, si par exemple la dictature lâcherait, le gouvernement deviendrait plus séculier, est-ce qu'on aurait une autre forme de dictature économico-totalitaire par cette élite? Ou est-ce que réellement elle est vraiment très impliquée dans... Il y a cette hypothèse effectivement qui a circulé de sorte de coup d'État militaire et que ça deviendrait une sorte d'Égypte bis. Oui. C'est ça, de virer le clergé, de garder les gardiens de la Révolution. En fait, une des raisons pour lesquelles c'était les États-Unis qui poussaient beaucoup cette hypothèse-là, parce qu'en fait, ce qu'ont fait les États-Unis depuis leur invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, donc le début des années 2000, c'est que, sans le vouloir sans doute, mais par voilà, absence de savoir-faire, n'est pas colonialiste qui veut. Donc ils ont donné la région sur un plateau d'argent à l'Iran, l'Irak, le Liban, le Yémen, la Jordanie, enfin la Syrie, même l'extrême ouest de l'Afghanistan. Par certains, les gardiens de la Révolution sont extrêmement actifs à l'ouest de l'Afghanistan, la lutte contre Daesh, etc. Donc en fait, ils ont besoin des gardiens de la Révolution comme partenaires de sécurité régionale. Oui, mais par ailleurs, il y a deux autres éléments. Alors, et d'autre part, on sait que, par exemple, l'assassinat de Ismaël Haniyeh montre que ce corps des gardiens de la Révolution n'est pas sans faille. Hein. C'est un peu un gruyère, donc voilà. Mais par contre, il y a des études sociologiques assez sérieuses qui font une prosopographie, c'est-à-dire qui ont étudié 400 familles de parlementaires iraniens aujourd'hui, et de voir qui se mariait avec qui était le who's-who, en gros, qui s'était marié avec qui et était la belle-fille de qui, etc. Et en fait, leur étude montre concrètement l'imbrication absolue, concrète, vraiment, mais le tissu serré, le maillage de cette nouvelle élite politico-militaro-économique, et les gardiens de la Révolution sont tous mariés à des filles de mollahs. Donc en fait, on a quand même... Donc je sais pas, il y a du pour et du contre. Peut-être une question pour terminer, parce qu'on continuera après autour d'un verre. Sur Narges Mohammadi, parce que donc prix Nobel de la paix, qui est à la prison d'Evin, qui vient d'ailleurs, je pense j'ai vu qu'elle avait annoncé une grève de la faim. Il y a 13 prisonnières qui sont en grève. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez entendu, dimanche matin, dans le journal de 8h de France Inter, il y avait cet enregistrement depuis la prison d'Evin. Depuis la prison d'Evin, des femmes qui lancent des slogans, qui chantent et qui crient Femme, vie, liberté. Jindian Azadi en kurde. Au sein du quartier des femmes de la prison d'Evin, qui a une réputation qui est quand même pas une prison suédoise, et ça paraît inimaginable le courage dont elles font preuve. Voilà, ça sort d'où? Mais comment ces documents sortent? Parce que c'est vrai qu'elles s'expriment énormément par écrit. Oui, j'adore. C'est génial. Quand Narges Mohammadi a eu le prix Nobel de la paix, il y a eu un communiqué des prisonniers, un communiqué de presse de la part des prisonnières politiques d'Evin pour féliciter. Enfin, c'est un pied de nez incroyable, avec les portables, bien sûr. Avec les téléphones portables, au parloir, avec la famille. On dit quelque chose et puis hop, ça circule. Voilà, je vais pas vous donner toutes les... Mais on est à l'ère des téléphones portables, et en effet, il y a aussi beaucoup d'opacité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu le feu le 15 octobre 2022 dans la prison d'Evin. On ne sait pas combien de morts, on ne sait pas comment le feu s'est déclenché, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, Narges Mohammadi a écrit un témoignage après ça, parce qu'elle en a indirectement vu... Voilà, elle a vécu l'événement, mais on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Donc il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi cette forme de résistance qui fait que on peut c'est pas une forteresse totalement étanche, Evin. Et donc les prisonnières sont hyper... elles font attention à produire des images et des sons. C'est-à-dire que ce qu'elles ont fait là, en étant enregistrées, c'est la forme de résistance pour moi qui justement prend le relais de la continuité de la lutte. Une fois
l'a pas armée, la résistance. C'est-à-dire qu'on va produire des images. Il y a aussi une syndicaliste, une jeune femme, Sepideh Rolyan, quand elle a été graciée par le guide suprême qui a gracié plusieurs dizaines de milliers de prisonniers l'année dernière, la première chose qu'elle a fait dès qu'elle est sortie de la prison d'Evin, elle a enlevé son voile et elle a chanté Khomeini, tyran, on te mettra 6 pieds sous terre. Et donc ça a été filmé, et tout de suite après, elle a été réarrêtée et réemprisonnée. Et depuis, elle est en prison. Mais elle aura produit, elle savait ce qu'elle risquait. Elle aura produit cette image-là. Et je pense que, et Toumaj Salehi, c'est pareil, dès qu'il a été, c'est pas que les femmes, mais dès qu'il a été libéré, il allait prendre un petit déjeuner avec Sepideh Rochno, elle aussi en prison, qui est une militante féministe contre le voile obligatoire, qui vient d'une famille traditionnaliste d'ailleurs, qui a beaucoup de courage de se soulever d'abord contre sa famille. Mais ces gens-là, moi il me semble que c'est une des choses à comprendre dans la société iranienne, c'est comment est-ce que la société fait un petit peu corps autour de certaines figures qui vont prendre les risques. Pour tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens ne vont pas aller se faire tuer dans la rue, parce que femme, vie, liberté. On n'est plus en 79, on n'a plus le culte du martyr. Mais les quelques personnes dont chaque acte a une portée potentielle énorme, comme Narges Mohammadi, Toumaj Salehi, Sepideh Rolyan, eux vont avoir une politique de courage maximal et d'entêtement maximal. Et ils vont prendre tous les risques en essayant de faire le pari qu'ils seront protégés, qu'ils et elles seront protégés par cette communauté transnationale sur les réseaux sociaux qui va faire campagne. Donc en fait, c'est une espèce de division sociale du travail, du courage, qui fait que chaque manifestante ne va plus aller dans la rue, se faire, parce que voilà, enlèvement, disparition forcée, viol, torture, etc. On ne va pas jouer le jeu, mais par contre, on ne va pas prendre ce risque-là, mais par contre, le courage comme valeur est revenu au premier plan, et on va tous se mettre derrière, on va relayer et se mobiliser derrière les quelques personnes qui, elles, vont avoir des politiques de courage maximum. Moi, c'est comme ça que je le comprends, mais pour moi, c'est vraiment une politique de résistance. Qu'est-ce que ça dit du régime, quand même, le fait qu'elle puisse, malgré tout, s'exprimer de prison? C'est quand même... Ça dit du régime qu'il est aussi dans cette espèce d'impossibilité de supprimer quand même une prisonnière qui est prix Nobel de la paix. Et ça dit du régime que les gardiens de la Révolution, ils ont été invités à Bruxelles dès le printemps 2023. S'ils veulent continuer à ce que l'Europe leur envoie Hamid Nouri, qui a été condamné à perpétuité en Suède, à Stockholm, pour crime de guerre, pour son rôle dans les massacres de 88 dans lesquels ma mère a été tuée. Cet homme-là est le seul représentant du régime iranien à avoir été jugé et il a été échangé par les Suédois 6 mois après son procès en appel, qui a confirmé sa condamnation à perpétuité, contre un diplomate suédois. Et vraiment, la force de négociation, en fait, là-dedans, était complètement minime de la part des... On était là, bon, faites mieux quand même. Parce que vous avez un autre binational irano-suédois qui est dans les couloirs de la mort et en grève de la faim, et vraiment qui a été condamné à mort. Et lui, sa famille n'a même pas été tenue au courant que le diplomate suédois pur laine avait été échangé le matin même contre Hamid Nouri. Donc en fait, dans ce jeu-là, la République islamique ne peut pas agir comme Poutine ou comme la Corée du Nord. Parce qu'en fait, elle perdrait peut-être cet équilibre qui lui est totalement favorable dans la relation de force. Mais je ne vous cache pas que la possibilité pour Narges Mohammadi de parler depuis la prison la rend suspecte au sein de toute une diaspora qui est radicalement opposée à la République islamique, qui pense que du coup, elle sert leur jeu, etc. Parce qu'on se dit, c'est pas si pire, finalement, les prisons, ça va. Il y a des gens qui meurent sous la torture, il y a eu des dizaines, il y a eu des centaines, peut-être même, on ne sait pas combien de personnes qui sont mortes sous la torture en 2022. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, ce jeu-là montre aussi que l'Iran, finalement, traite relativement bien ses prisonniers et permet de créer la dissension, la suspicion et de désunir l'opposition en diaspora aussi. Le religieux pur, maintenant, que devient-il? Parce que là, on parle beaucoup de politique, de géopolitique, c'est très séculier, la conversation est très séculière, et pourtant, c'est cet islam rigoriste. Où en est cette idéologie? Ou est-ce qu'elle est vraiment maintenant purement de façade? Non, elle n'est pas de façade, elle est très sérieuse et elle est extrêmement proéminente dans la région.
C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est ce que j'explique dans mon livre. En fait, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'un jeu républicain, on avait un pacte républicain qui tenait bon an, mal an. Les gens se sont déplacés. Moi-même, je m'étais déplacée en 2017 pour aller voter pour Rouhani contre Raïssi, qui lui-même était un des co-responsables du massacre de 88. Et en fait, on se demande pourquoi est-ce que c'est vraiment le guide suprême Ali Khamenei qui a cassé son jouet, qui a cassé le pacte républicain par le haut. C'est pas les Iraniens qui l'ont déserté par le bas. Il a d'abord été cassé par le haut, et puis ensuite, du coup, la contestation iranienne est devenue révolutionnaire. Et ma réponse, mon hypothèse, c'est de dire peut-être que pour justement le guide suprême et son bureau, son référent, le gouvernement qu'il gouverne, le peuple, la population qu'il gouverne, n'est plus le peuple iranien, la population d'un État-nation, l'Iran, mais c'est l'Oumma chiite qui va, encore une fois, du Liban au Yémen, à l'Iran, à une certaine partie du Koweït, à l'Irak, etc., etc. Et donc, en fait, on a... l'Iran est une puissance impérialiste et une puissance régionale énorme, et il résonne en termes régionaux, et non plus en termes nationaux. Et c'est aussi ce que je dis à la fin de mon livre, et c'est peut-être ça qui va les perdre, parce que la République islamique, elle s'est quand même fondée autour d'une espèce de malentendu, permise par la guerre Iran-Irak, que Khomeini a fait durer exprès pendant 8 ans, alors qu'il aurait pu la faire cesser dès 81, première demande de cessez-le-feu, de proposition de cessez-le-feu de Saddam. Mais le malentendu, c'est que les Iraniens ont adhéré à la République islamique, au pacte républicain, par patriotisme au moment de la guerre Iran-Irak. Et donc, en fait, c'est pas l'Oumma des chiites qui a permis de construire la République islamique, c'est vraiment le patriotisme iranien. Et donc là, moi, je pense que là, il y a un peu un miscalculation, mais à voir. Et entre les chiites et les sunnites, est-ce que c'est ça encore une question primordiale qui permet à l'Iran de gouverner en partie du Liban, etc. Ouais. Moi, ça fait une C'est vrai que ça, c'est une autre question. On va peut-être s'arrêter là. Merci, Chora. Je pense qu'on a appris 3 milliards de choses ce soir. C'était fascinant. Si vous voulez aussi continuer la conversation autour d'une signature de livre. Oui, comme ça, vous serez peut-être plus voilà. à l'aise, confortablement. Et le verre. Et le verre. Et le prochain rendez-vous, Pierre, c'est donc 18 novembre avec Laurence Lardon, qui est la directrice du programme Amérique à l'IFRI. Et ça sera quelques jours après les élections américaines. Donc, on va analyser les résultats. Et donc, voilà.